ponctuation ou ce que délivrent les livres. Le livre en vedette dans cette édition, c'est Macron l'Africain, une publication qui porte la signature du professeur Emmanuel Wagnou. L'universitaire tire prétexte du discours fondateur prononcé à Ouagadougou, au Burkina Faso, par le chef d'État français en 2017 pour interroger la dynamique de la relation France-Afrique. Une réflexion qui est dans l'air du temps. Bienvenue dans ce magazine, professeur Emmanuel Wagnou. Merci, M. Serge. Vous constatez vous-même que vos écrits palpitent. Hein. On est pratiquement dans l'ère du temps. On ne va pas focaliser sur l'actualité, mais quand même faire relire votre ouvrage. Hein. Lorsque j'écrivais cet ouvrage, après avoir écouté le discours de Ouagadougou en 2017, j'ai d'abord fait une conférence à l'Institut des Relations internationales devant un parterre d'étudiants et de professeurs, donc pour essayer de voir, d'analyser ce discours sur le fond et sur la forme. Après, est sorti un ouvrage qui a été réédité depuis. L'idée était de montrer que c'est peut-être là le discours fondateur du président Macron par rapport à l'Afrique. Et là, j'étais très content de voir qu'à Montpellier, là, récemment, il a commencé son discours en disant que ce que j'avais promis à Ouagadougou, je suis en train de commencer à le mettre en œuvre. Naturellement, je voulais interroger ces fondamentaux, ces piliers à partir desquels il veut bâtir sa nouvelle politique africaine, parce qu'il veut se démarquer de ses prédécesseurs. Et je crois que l'ouvrage était intéressant, surtout d'être écrit par un Africain, parce que très souvent ces questions sont écrites par d'autres. Il y a qu'un ton a été donné à Ouagadougou et que ce qui se fait aujourd'hui est dans la suite. Oui, on peut dire que c'est dans la suite logique. C'est vrai que beaucoup de promesses avaient été faites à Ouagadougou, beaucoup de promesses. Donc quelques-unes sont en cours de réalisation, on ne peut pas dire qu'elles sont réalisées, que ce soit la restitution des œuvres d'art, que ce soit d'ailleurs cette nouvelle formule qu'il a donnée au sommet Afrique-France, et d'autres aspects qui permettent de penser qu'il reste fidèle à ce qu'il a essayé d'inscrire à Ouagadougou. D'autres questions n'ont toujours pas avancé, mais je pense qu'il y a une cohérence dans son discours, dans sa volonté. Il avait affirmé à Ouagadougou qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France. Et nous nous interrogeons à l'époque de savoir, est-ce a dit que c'est la fin de la France-Afrique? Est-ce a dit qu'il veut mettre en place une nouvelle politique africaine? Et je crois que la formule choisie à Montpellier, qui fait jaser beaucoup de monde, est une formule qui continue dans sa volonté de déconstruction. Le président Macron, c'est quelqu'un qui, depuis son arrivée sur la scène politique française et internationale, aime la transgression. Il aime bien faire les choses de manière différente. Donc je crois qu'il y a une cohérence, il y a une certaine volonté de poursuivre. Vous signalez ici que c'était une sollicitation faite par le département de politique internationale de l'IRIC. Vous êtes enseignant là-bas et il était question de faire une analyse à chaud. Tout à fait. Est-ce que c'est possible de faire une analyse à froid maintenant? Je pense qu'en fait, je voulais simplement revenir sur ce discours de Ouagadougou qu'on trouvait fondateur et le mettre en parallèle avec d'autres discours qui ont eu lieu avant, ces discours de rupture. J'ai en annexe mis le discours du président Sarkozy, j'ai en annexe mis le discours du président Hollande pour montrer qu'eux aussi avaient parlé de rupture et n'ont pas réussi à faire cette rupture. Mais vous notez que depuis Ouagadougou, sa cible, c'est la jeunesse africaine. Voilà. Donc en fait, il y a une vision, il y a une stratégie. Oui, il a volontairement choisi à Ouagadougou de parler devant la jeunesse africaine, puisque c'était dans un amphi, il a fait tomber la veste du président de la République. C'est quelqu'un qui a dit à Ouagadougou qu'il est de la génération de jeunes qui, dans le monde, ont vibré à la sortie de Mandela de prison. Donc c'est quelqu'un qui veut s'inscrire dans cette mouvance jeune. Cette volonté de s'appuyer sur la jeunesse, il a persisté en invitant près de 3000 jeunes à Montpellier. Maintenant, on peut se demander que valent ces jeunes, que vaut cette société civile qui est cette stratégie. Voilà, et que vaut même cette stratégie, donc, étant entendu que nos États ont encore des chefs d'État à la tête de leurs États et ces chefs d'État regardent ça avec beaucoup d'intérêt pour voir ce que cette nouvelle approche, ce changement de pied, est-ce que ça va marcher? Et que fera-t-on des États? Que fera-t-on des chefs d'État? Que fera-t-on de ceux qui gouvernent et toutes ces forces? Que fera donc la France-Afrique? L'expert en relations internationales que vous êtes, quand il scrute un peu la posture du président Macron dans son rapport à l'Afrique, est-ce que ce n'est pas une question de style? Il y a un peu de cela en ceci que chaque président français qui est en poste demande son rapport sur l'Afrique. Maintenant, que fait-on de ces rapports? Ça, c'est autre chose. Donc, c'est sûr que
Par rapport à la touche personnelle, oui, le président Macron revendique cette touche personnelle. Est-ce qu'il a bien mesuré les pesanteurs? Est-ce qu'il a bien mesuré les forces qui ne veulent pas voir ces choses-là changer? Bon, moi, la question que je pose, c'est un peu celle de celui qui veut absolument regarder en tirant les leçons du passé, regarder avec une mémoire longue. Est-ce que même la France-Afrique n'était pas un style de quelqu'un? Qui a initié ces sommets France-Afrique qui ont commencé un peu sous, je crois que c'est à la fin de Pompidou, au début de l'arrivée du président Giscard d'Estaing, qui en a fait quelque chose de très important. Ces présidents-là voulaient naturellement créer un cadre de concertation entre les anciennes colonies françaises et le chef de l'État français. Progressivement, on a constaté que les sommets France-Afrique ne sont plus les sommets de précaré, puisqu'ils sont ouverts à des pays lusophones, anglophones et tout. D'ailleurs, on l'a vu lors du sommet du président Macron à Montpellier. Oui, c'était un style, c'était le style Foccart. En fait, je crois que les fondamentaux de la politique africaine de la France sont restés les mêmes jusqu'aujourd'hui. Je crois que le président Macron tente, s'il a le temps, peut-être qu'il veut être celui qui va défocatiser l'Afrique, puisque pour l'instant, les fondamentaux restent ceux que Jacques Foccart et le président de Gaulle ont mis en place dans les années 60 par rapport à la politique africaine de la France. Vous dites que vous tirez prétexte du discours de Ouagadougou pour vous-même réfléchir sur cette relation entre la France et l'Afrique au vu de toutes les propositions qui sont faites et des pesanteurs bien lourdes. Pourquoi rester dubitatif sur les intentions de la France officielle par rapport à cette relation? On reste dubitatif d'abord parce qu'on en a vu d'autres. Nous ne sommes plus de la génération qui donne des chèques en blanc. On regarde ce que l'homme politique dit. Je ne veux pas arriver jusqu'à être un rêveur en pensant qu'un homme politique, un vrai, devrait être celui qui dit, qui fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Ça, c'est l'idéal. Mais en dehors de cela, c'est que nous sommes conscients d'un ou de deux éléments. Le premier, c'est que, comme le disait François Mitterrand, qui avait combattu De Gaulle, qui a mis en place cette politique africaine, au sommet de Biarritz, qui était son dernier sommet franco-africain, puisqu'on y est, il disait « La France sans l'Afrique n'a pas d'histoire au XXIe siècle ». C'était comme un testament africain du président Mitterrand. Quand on sait comment il s'est battu contre De Gaulle et quand on sait qu'il a régné 14 ans durant, il n'a pas changé cette politique. Donc je me dis, le président Macron, pour faire cette nouvelle forme de politique qu'il est en train de mettre en place, il écarte progressivement. Il a créé son conseil présidentiel pour l'Afrique, où siègent des jeunes de la diaspora. Justement, parlons de ça parce que c'est important que vous essayez d'élaborer sur la fabrique du discours. Oui. Il a un style, il inverse la pyramide. En fait, il utilise des relais africains. Comment est-ce qu'il procède? Comment est-ce que est fait le discours de Macron? Quels sont les ingrédients? Comment est-ce qu'il le cuisine à travers le réseautage? Pour le sommet de Ouagadougou, il avait évité tous les réseaux france-africains qui aidaient souvent à fabriquer le discours, c'est-à-dire qu'en tenant compte des réalités de terrain. Il avait créé son conseil présidentiel pour l'Afrique, qui est fait de beaucoup de franco-africains, des gens qui sont français mais qui sont d'origine africaine, dont beaucoup sont un peu éloignés des réalités africaines. Il faut le dire, c'est eux qui l'ont aidé à bâtir un peu. Et puis, ça a appuyé sur un certain nombre de jeunes hommes d'affaires français, de Français d'origine africaine qui ont réussi en France, comme le Béninois Zenzou, qui a été Premier ministre au Bénin. Donc, il a comme ça des petits réseaux qui lui permettent de sortir un peu de la France-Afrique traditionnelle, pour le dire ainsi. À la suite, il a rencontré les diasporas africaines. Ça aussi, c'était une nouveauté à Paris. Il a fait une grande rencontre de diasporas africaines pour les écouter dans une perspective de co-développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de co-développement, c'est-à-dire qu'on imagine que le co-développement sera aussi une occasion pour ces pays occidentaux, la France et l'Europe particulièrement, d'associer la diaspora aux décisions concernant l'Afrique. Donc, le sommet de Montpellier est la continuité de cela, c'est-à-dire qu'il veut qu'il y ait une rencontre, c'est le style Macron, qu'il y ait une rencontre entre ces diasporas-là et ceux qui sont venus d'Afrique. La preuve, la troisième étape de sa démarche, de son style, c'est d'avoir confié à l'historien camerounais Hachin Bembe cette rencontre qu'il a faite dans 12 pays africains avec près de 4000 jeunes. Et il a invité près de 3000 jeunes à Montpellier pour échanger. Je crois que c'est le premier stade, échanger, se connaître. Parce que là aussi, on avait trop critiqué son conseil présidentiel, trouvant qu'il était un peu aérien
connaissant pas la réalité. Cette fois-ci, il a voulu toucher directement à la jeunesse africaine, ce qu'il appelle la société civile africaine, puisqu'on y trouve la diversité de ce que les jeunes sont en Afrique, c'est-à-dire les entrepreneurs, les artistes, les sportifs. Tout ce monde-là était à Montpellier. C'est la première fois que les peuples africains s'expriment ouvertement devant le président français, devant les autorités françaises sur ce qu'ils ressentent de cette politique que la France applique en Afrique. Il y a un jeune parmi ceux qui sont intervenus, qui a demandé au président français de demander pardon à l'Afrique. Monsieur le Président, je souhaite que, quand j'aurai terminé de parler, vous demandiez pardon à l'Afrique pour tout ce que vous faites comme mal à l'Afrique. Ça, c'était pas encore entendu. C'est vraiment un président français qui a voulu recevoir cela. Ça peut être du cosmétique, ça peut être juste pour faire semblant, mais c'est une donnée qui a été visible. Ça restera comme un moment de plus, parce que... Est-ce que le spécialiste de diplomatie que vous êtes, de diplomate, oui, l'enseignant que vous êtes, comment est-ce qu'il apprécie ça? On change, on revoit les codes, on revoit la grammaire à ce niveau. Est-ce que Macron change ça et quel sort peut être réservé à une telle approche? Depuis le début des années 2000, la France sent qu'elle perd pied en Afrique. Ça, c'est clair. Je veux dire que la France n'est plus le seul partenaire de l'Afrique. Les Africains, la jeune génération qui a été invitée là, ne regarde plus seulement la France comme seul horizon. Les gens regardent le Canada, la Turquie, l'Inde, la Chine. La France cherche à casser les codes parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est plus seule sur le terrain. Vous allez voir, c'est peut-être une avancée pour moi, en fait, dans ma façon de réfléchir. C'est la France qui a ouvert le modèle des sommets France-Afrique. Puisqu'aujourd'hui, il y a tous ces pays qui nous courtisent, puisque l'Afrique est à nouveau attractive, font sous le modèle du sommet France-Afrique. Maintenant que la France change de modèle, vous allez voir que les autres pays qui convoitent l'Afrique, qui sont en Afrique en ce moment, la Russie, la Chine, l'Inde et tout cela, vont aussi inviter ces mêmes jeunes. Vous allez voir, on va inviter ces mêmes jeunes, je peux m'avancer là-dessus, et eux, ils essaieront de faire encore ça mieux, puisque le regard des Africains n'est plus seulement, comme dans les années 60-70, rivé sur la France. Ce regard est rivé sur d'autres partenaires, et la France sent bien qu'à côté de ça, il y a un sentiment anti-français qui naît de plus en plus dans nos pays africains francophones. Il était important de laisser parler. Ça a un côté cathartique, ça a un côté exutoire. Mais ce côté exutoire, ça a un sens. Ceux qui sont les linguistes, ceux qui sont les psychologues pourront analyser demain pour savoir que c'est aussi bien que quand on n'est pas content, qu'on puisse le dire à celui qui dirige qu'on n'est pas content de lui. Alors, certains contempteurs disent qu'on a juste peint la boutique, on l'a gardée. Il faut toujours rester prudent, puisque dans tous les cas, sortir par la porte et rentrer par la fenêtre, on a été habitué à cela, et que les discours de rupture, depuis très longtemps, on les a entendus. La vraie rupture qui aurait pu avoir lieu dans la relation France-Afrique aurait pu avoir lieu sous Mitterrand. Lorsque le président Mitterrand est arrivé au pouvoir en 1981, c'était la gauche qui est arrivée au pouvoir après avoir eu une longue période de droite. Il n'a pas fait la rupture. Il y a eu des cohabitations entre le gouvernement de gauche et un gouvernement de droite. Il n'y a pas eu, parce qu'au fond, l'Afrique fait encore partie aujourd'hui du domaine réservé de la France. C'est-à-dire qu'au même titre que la défense, les affaires étrangères et tout le reste, donc la France et l'Afrique ont une histoire liée. La France a une part d'Afrique. L'Afrique a une part de France. On peut aimer ou ne pas aimer. Donc, partant de là, oui, ce sommet peut être comme... mais maintenant, c'est à nous de nous saisir de cette ouverture qu'on nous donne. Je vois que le rapport qui a été remis au président Macron, celui qui lui a remis le rapport, notre compatriote Achille Mbembe, pensait que le président français ferait des annonces. Il avait même pensé que l'annonce par rapport aux 13 propositions qu'ils font. S'il connaissait bien ces relations, il aurait compris que de tous les rapports qui ont été remis depuis celui de 1964 jusqu'au dernier, il y a 3-4 ans, chaque fois on prend une ou deux idées de tout ce que vous avez demandé. Et on met en place, souvent, pas celle... Mais au plan diplomatique, ça a quelle valeur? Les 13 recommandations. Ils vont dire qu'ils ont sondé l'opinion africaine, puisqu'ils ont fait ça sur 12 pays. Maintenant, si on rentre dans le domaine des sondages, on peut dire 12 pays sur près de 55 pays. Qu'est-ce que ça vaut? 4000 jeunes sondés, qu'est-ce que ça vaut par rapport? Mais c'est un sondage qui vaut ce qu'il vaut. Et les propositions sont sorties, les 13 propositions. Moi, ce qui m'intéresse dans les propositions, ce n'est même pas de savoir ce qu'elles valent et ce qu'elles peuvent, c'est de savoir que toutes ces propositions, quand je les regarde de près, sont financées par la France. Pourquoi voulez-vous que celui qui finance des choses qui vont le renverser demain comme partenaire principal? Pourquoi voulez-vous? Nous, on enseigne la coopération depuis très longtemps. On explique à nos étudiants que
la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et elle impose même et que le conseiller est toujours le conseiller ne peut pas être le payeur. On peut conseiller au président français, mais le payeur a ses intérêts. La France a ses intérêts à défendre. Dans les propositions qui lui sont données, dans les 13, ils vont prendre celles qui les dérangent le moins. Ça, c'est de bonne guerre. En fait, c'est à nous, Africains, à l'heure où nous sommes, 60 ans d'indépendance, ce n'est pas 60 jours. C'est à nous, Africains, d'aller à tous ces sommets, d'écouter tout ce que nos partenaires nous disent, mais en même temps, quand on rentre, qu'on fasse un peu une espèce de débriefing. Je crois que les Africains pourraient faire un débriefing. Bon, ils auraient fait un débriefing s'ils étaient envoyés par les voies officielles, mais ils sont allés... De manière individuelle, voilà, absolument. Et sans aucun mandat. Alors, professeur, qu'est-ce que vous conseillerez à Macron l'Africain? C'est vous qui l'appelez comme ça, hein? Ce n'est pas lui qui s'appelle Macron l'Africain. Renverser la table, décider de régler le vrai problème. On est, par exemple, au Cameroun, on a eu une guerre dans les années 50 jusqu'à 71. On n'a pas encore soldé cette histoire-là. Vous suggérez à Macron l'Africain d'aborder les questions qui fâchent pour qu'il soit écouté, que ce soit un dialogue sincère et franc? D'abord, Macron l'Africain, c'est une expression pour dire que, en fait, j'essayais de démontrer dans cet ouvrage, par rapport au titre, parce que même les gens très savants ici m'ont demandé c'est quoi Macron l'Africain? Pourquoi vous avez choisi ça? Non, j'ai dit il faut lire le sous-titre aussi. Et le sous-titre permet aussi, en dehors de cela, de comprendre qu'en fait, Macron l'Africain, c'est pour dire que le président Macron risque de tomber comme les autres. J'ai aimé, après la sortie de mon livre, j'ai aimé le livre qui est sorti juste après, celui d'Antoine Glaser, sur le piège africain de Macron. C'est de ça que je parle, en fait, dans mon livre. Moi, j'ai écrit le mien bien avant lui, et je le connais bien, Antoine Glaser. On a beaucoup collaboré quand j'étais en Europe. Donc, c'est quelqu'un qui... donc, c'est ça, ça veut dire que le président Macron voulait éviter de tomber et de porter le masque africain, d'être quelqu'un qui est un peu plus ou moins pris en otage par la France-Afrique. Je crois qu'on y est. Moi, je disais, toute la querelle que l'on fait à notre compatriote Achille Mbembe, que je connais depuis 30 ans, je crois que je le connais avant même qu'il soit Achille Mbembe moderne, aujourd'hui est très connu, et c'est d'être lui aussi tombé dans le piège france-africain. C'est-à-dire que le piège france-africain, une espèce de mélange... Il est afropéen, comme on dit. Oui, il a atteint le sommet de sa science en tant que personne, mais la France, Afrique l'a happé en lui faisant croire que... La preuve, je dis, il disait à la veille de sommet que les propositions qu'il a remises, il attend que le président Macron fasse des annonces. Le président Macron n'a fait aucune annonce. En plus... Alors, mais peut-être qu'il fera des annonces. C'est la question que j'ai envie de vous poser. Et si on négligeait une fenêtre qui s'ouvre à l'Afrique? Et si Macron était vraiment celui-là qui va nous aider, sans peut-être le vouloir, c'est-à-dire qu'il va évoluer en lâchant du lest? Est-ce qu'il y a une hypothèse comme celle-là? Est-ce qu'il peut avoir en Macron quelqu'un qui permet de détricoter cette relation? L'hypothèse, elle était dans ma conclusion. Celle que vous donnez, elle était dans ma conclusion comme une des hypothèses. Oui, il peut le faire. Il a de l'audace. Il a cette volonté de transgresser. Il a montré dans plusieurs domaines dans son pays. Et il touche à un domaine très sensible qui est l'Afrique par rapport à la France. Et là, il continue sa démarche de détricotage. D'ailleurs, ceux qui sont les plus virulents contre lui, c'est les experts de la France en Afrique qui ne sont pas très contents de cette nouvelle formule qu'il prend. Donc, il continue à se démarquer progressivement. Je suis sûr, je peux penser que s'il a un deuxième mandat, il peut encore avancer un peu plus. Il peut être une chance pour l'Afrique? Oui, parce que le problème n'est même pas tellement de déconstruire cela, mais c'est aussi de créer enfin une relation de confiance, de complexifier, une relation de partenariat respectueuse des uns et des autres, parce que la relation que nous avons avec la France n'est pas celle-là. Il est peut-être temps qu'après 60 ans d'indépendance, que nous sommes adultes, que la France nous prenne en adulte, en partenaire. Partenariat, ça veut dire que nous sommes à égalité, on peut se parler franchement, comme on a commencé. J'espère que les chefs d'État aussi pourront parler franchement comme ça, soit à la population et en même temps, surtout à la France. Donc, en fait, il faut que la France accepte que l'Afrique est mûre. Vous connaissez la politique, hein? Il y a le parler théâtral devant les caméras, mais la politique, c'est aussi une question de non-dit. C'est pour cela que je crois que j'ai suivi de bout en bout ce sommet en tant qu'expert de ces questions. Je n'ai pas vu, par exemple, Macron prendre un engagement particulier. Il a écouté. Il a répondu comme ça, mais par exemple, les 13 propositions qui sont faites, qui sont fortes pour certains,
Non, il n'a pas pris d'engagement pour l'instant. Il pourrait prendre des engagements. Il faut qu'il étudie. Il faut qu'avec ses... Parce qu'il est comptable de la France. Il n'est pas seul dans ce bateau. Et en voulant ouvrir, il n'a pas besoin d'être peut-être celui qui fera la perestroïka à la Gorbatchev. Parce que Gorbatchev a ouvert la Russie, l'URSS, on a vu comment tout l'empire s'est écoulé. C'est peut-être notre souhait qu'il fasse un peu du Gorbatchev et puis que ça profite à la en France. faisant du Gorbatchev, vous savez, on connaît mieux, on dit dans nos traditions que vaut mieux le démon qu'on connaît que l'ange qu'on ne connaît pas. En faisant à la Gorbatchev, comme vous dites, si Gorbatchev a abouti à ce que l'URSS s'est complètement désagrégé. Et on a vu aujourd'hui des pays disloqués, une Russie qui veut reprendre sa puissance qu'elle avait avant. Donc, on risque de passer par là. Dans tous les cas, tous les grands empires, nous qui apprenons l'histoire des relations internationales, tous les grands empires sont écoulés dans l'histoire. Donc, certainement, l'empire franco-africain, que certains appellent la France-Afrique, finira par s'écrouler. Peut-être que c'est Macron qui est en train d'enlever toutes les ficelles tout doucement, et sera celui qui va faire l'écouler. Maintenant, quand ça s'écroule, il faut que les Africains soient prêts à prendre enfin leur destin en main, surtout les Africains francophones, parce qu'il faut quand même diversifier. Les Africains, les autres zones géographiques n'ont pas ce lien avec les anciens colonisateurs comme les francophones l'ont avec la France. Donc c'est à nous d'être prêts pour que si jamais l'étau se dessert, que nous soyons prêts à prendre notre destin en main et choisir nos partenaires en fonction des opportunités, de nos atouts et de ce que nous voulons être pour être dans ce monde. Ce qui est le cas parce qu'aujourd'hui, tous les pays occidentaux, tous ces grands pays nous courtisent. Ok, le Cameroun d'ailleurs qui a choisi la voie du multilatéralisme, on le sait d'ailleurs depuis. Indiquons que vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages, on va les présenter très rapidement. On a, alors je crois que c'est ça, voilà. Le premier, oui. L'afro-pessimisme, un alibi français, essai bibliographique sur l'Afrique et son développement depuis la fin des années 50. Et puis le tout dernier, qui est un ouvrage qui est sorti, je crois qu'il y a un an. Oui, il y a un an environ, voilà, oui. Sous la direction, sous votre direction, avec la plupart de Jean-Emmanuel Pondy, Edem Kodjo, un Africain entre deux siècles. Vous êtes sur quel chantier à présent? Oui, je suis sur deux chantiers en même temps. J'avais promis un ouvrage sur la relation entre la diaspora camerounaise et le président Paul Biya sous le renouveau. C'est-à-dire que depuis qu'il est au pouvoir, comment est-ce qu'il gère ces questions de diaspora? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire? Qu'est-ce qui pourrait être fait? Ça, c'est un des ouvrages. Mais celui qui va sortir le plus tôt, d'ici peut-être la fin de l'année, début 2022, j'avais pensé que presque personne n'a fait le bilan des 60 ans de l'indépendance africaine et les rapports avec la France. Moi, j'ai choisi de le faire sous l'angle de 60 marqueurs. J'ai pris 60 ans, 60 marqueurs qui sont indélébiles et qui font la relation entre la France et l'Afrique. Ça va du rêve des pères de l'indépendance, la question du franc CFA. En fait, j'aborde 60 problématiques et je renvoie l'auteur à aller prolonger sa réflexion avec une bibliographie conséquente, comme j'aime le faire. Mais au moins, j'aborde 60 thématiques qui, pour moi, sont des marqueurs de la relation Tout ça pour dire entre la France et l'Afrique. On a quand même été un peu indépendant, ou on l'est quand même un peu, ou on ne l'a jamais été? Dépendant de la France? Indépendant. On est indépendant, mais... Il y a des auteurs qui pensent que non. Oui, on est indépendant, on a le drapeau, on est aux Nations Unies, mais l'émancipation n'a pas suivi, la libération. On a fait une indépendance sans libération. Nous ne sommes pas assez émancipés de l'ancien colonisateur. Moi, je préfère utiliser les mots justes et parfaits, mais nous sommes indépendants. On ne peut pas dire qu'on n'est pas indépendant. C'est pour ça que je dis que si le président Macron détricote la politique mise en place par De Gaulle et Foccart, nous serons très heureux en tant qu'Africains. Mais c'est à nous d'arracher parce que... oui, c'est ce que je dis, que ceux qui sont partis à Montpellier ne sont pas en mesure d'arracher, mais au moins ils ont posé un jalon. Il faut que d'autres jalons suivent, que les Africains eux-mêmes comprennent que c'est plus l'Occident qui a besoin de l'Afrique que nous, on a besoin d'eux. Donc il vaut mieux savoir aussi défendre nos intérêts et tirer le meilleur de cela. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Wonyou. Vous êtes auteur de Macron l'Africain, le discours de Ouagadougou face aux complexités africaines, ouvrage paru chez Iroko. Ouais, absolument. Allez, merci beaucoup. Voilà. Merci, M. Serge, pour m'avoir invité. La ponctuation, je vous pose la question ponctuation. Chez vous, c'est quoi? C'est la virgule, le point? Qu'est-ce qui revient le plus? Oui, j'aime le point. J'aime le point-virgule.
pour prolonger ma réflexion, j'aime les 3 points de suspension pour ne pas toujours tout dire de ce que l'on sait. Moi, j'ai le double avantage d'être haut fonctionnaire qui a occupé des fonctions très importantes et d'être un universitaire. Donc parfois, sur des questions aussi sensibles, j'utilise souvent les 3 points. 3 points de suspension pour laisser l'imagination du lecteur aller plus loin que ce que j'ai voulu dire. La question, la relation France-Afrique, quelles sont les consignes de ponctuation? Comment on ponctue? Que enfin la France commence à nous écouter. Je crois qu'en cela, je salue l'action, l'œuvre du président Macron, parce qu'en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce sommet, il a eu lieu. Donc nous prenons ça comme un moment d'écoute. On commence à écouter ce que l'Afrique profonde pense à travers sa jeunesse et les forces de changement. Et on espère que cette écoute continuera aussi avec nos chefs d'État, avec les aspirations de nos peuples. Parce que si nous voulons que cette relation perdure, il est peut-être temps qu'on écoute aussi l'autre point de vue que de recevoir toujours des points de vue des autres par rapport à nos questions qui nous concernent d'abord. Voilà un peu ce que je pourrais dire comme ponctuation pour reprendre votre expression. Alors on va mettre le point final. C'est notre ponctuation, signe de ponctuation qui s'achève. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt.